Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda XL 750 Transalp de 2025. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, de nouveau, le test de la Transalp 750. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage afin de me proposer le test de cette toute nouvelle machine, vu que bien que la Transalp soit sortie il y a maintenant quelques années, là on est vraiment sur la dernière finition, la 2025. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici. Donc comme je le disais à l'instant, si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez déjà vu le test de la Transalp 750. Mais lorsque je l'ai testée à l'époque, elle était bridée pour le permis A2. Aujourd'hui, déjà, j'ai la chance d'avoir la toute dernière version, le modèle 2025. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a quand même quelques petites modifications entre la précédente et celle-ci. Mais surtout, je peux la tester à son plein potentiel. Le moteur est au maximum, donc à 92 chevaux. Petit rappel, donc la Transalp, c'est actuellement le trail, on va dire milieu de gamme chez Honda. C'est une machine qui n'est pas donnée, elle est quand même relativement onéreuse, comme souvent chez Honda. Mais il y a des machines chez eux un peu plus, on va dire, entrée de gamme, et il y en a aussi d'autres beaucoup plus chères. Donc on peut vraiment considérer que c'est un milieu de gamme. Et contrairement à beaucoup de machines qui sont finalement des trails routiers, là on a une moto qui est beaucoup plus typée tout-terrain, vu que vous voyez, on a de grandes roues. À l'avant c'est une roue en 21 et à l'arrière c'est du 17. Donc comme on pouvait s'y attendre, vu qu'elle s'appelle Transalp 750, la motorisation est un 750 cm3, plus exactement 755 cm3. On retrouve le même moteur qui équipe actuellement les Hornet 750, donc bicylindre en ligne, à refroidissement liquide et alimenté par injection, moteur calé à 270 degrés, et celui-ci est capable de produire 92 chevaux. La moto pèse tout plein fait 210 kg, c'est-à-dire avec 17 litres dans le réservoir. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'accessoires sur la moto, donc elle fait plutôt 220 kg. Bon, d'ailleurs, les accessoires qui ont été installés, il y a deux catégories principales. Il y a déjà la protection, on a des barres de chez JV. On a ensuite tout ce qui est bagagerie, et là on a des supports de bagages, on a top case, et tout ça, ça vient de chez Shad, si je ne me trompe pas. En option officielle, on retrouve les poignées chauffantes, on a une petite prise 12 volts dans le carénage, des décorations pour les jantes ont été rajoutées, et ça pareil c'est officiel de chez Honda. Et on a également une selle confort, donc elle est très légèrement plus haute, et elle est aussi, comme le disait le propriétaire, beaucoup plus confortable, car il me disait que la selle d'origine était désagréable, ne serait-ce qu'au bout de quelques heures, ça commençait à faire mal aux fesses. Donc moi, vous le savez, je ne suis pas très grand, donc forcément avoir une selle légèrement plus haute, ça ne m'arrange pas. Néanmoins, dès que la moto est en mouvement, il n'y a pas de difficulté, c'est toujours aussi facile à manœuvrer. La machine est stable, bien qu'on ait une grande roue à l'avant, ça n'est pas pénalisant pour la manœuvrabilité. Vous voyez que je virevolte d'un angle à l'autre sans problème. Après, bien sûr, on retrouve toujours une position typique trail. On a un énorme guidon très légèrement recourbé vers nous. On n'a pas besoin de se pencher pour le saisir. On a donc le buste parfaitement à la verticale. Et les repose-pieds sont en position neutre. Franchement, on est très bien assis. La position permet également facilement de prendre les infos autour de nous. On est très bien. C'est juste un peu pénalisant si, comme moi, vous ne faites qu'1m70 pour mettre les pieds au sol. Là d'ailleurs, je dois m'arrêter. Vous voyez que je peux mettre un pied au sol, l'autre c'est impensable. Je peux toucher dans le meilleur des cas sur la pointe des pieds, mais je suis vraiment avec des appuis très limités. Le plus simple pour moi, c'est de mettre un pied à plat et l'autre sur le frein. Bon, j'avais déjà plus ou moins ce problème lors du précédent test avec la machine d'origine avec la selle normale.
Là c'est encore plus pénalisant, mais c'est vrai que la selle est quand même beaucoup plus jolie et beaucoup plus confortable dans cette version confort. Donc comme je vous l'ai dit, la position permet, si on le désire, de se retourner pour vérifier ce qui se passe derrière nous, et ça sans lâcher le guidon. On est très bien. On a bien sûr toujours les rétroviseurs qui sont pris sur le guidon. On a environ 15-20% de chaque miroir qui sont pris par nos bras. La rétrovision est correcte. Et il n'y a pas réellement de modification technique apportée à ce modèle. Donc vous pouvez voir l'échappement d'origine sur le côté droit. Il a très peu évolué, c'est peut-être même strictement la même pièce qu'avant. La sonorité est comme d'habitude contenue, hein. Forcément la moto est compatible avec Euro 5+. J'allais oublier, en option également de chez Honda, on a un shifter. Donc pour l'instant je ne l'ai pas utilisé car j'avais oublié sa présence, mais je vois que en dessous du témoin de rapport engagé, j'ai QS qui est affiché, donc ça me dit Quick Shift. Donc logiquement je peux changer de rapport quand je le désire. Là par exemple, si je désire mettre une quatrième, vous voyez, ça passe sans problème. 4, 5, 6, et je redescends les rapports, 5, 4, ça passe. On confirmera ça sur le reste du test, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner convenablement. Bon, une autre option dont j'ai totalement oublié de parler alors qu'elle est juste sous mon nez, il s'agit de l'écran supplémentaire que vous voyez devant moi qui indique la vitesse, et aussi ça peut servir de GPS. C'est également relié à des caméras devant et derrière. Donc c'est bien sûr quelque chose qui a été rajouté, ce n'est pas disponible sur cette moto, même en option, Honda ne vend pas ce type de produit. Bon, cette version 2025, même si elle est légèrement différente au niveau de l'esthétique, la bulle a été remplacée, mais elle n'est toujours pas réglable. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit plus efficace que précédemment. Là j'ai un petit flux d'air qui arrive sur moi. Le seul moyen d'être totalement protégé, ce serait, comme d'habitude, de se remettre vers l'arrière et de se baisser légèrement. Donc exactement pareil que précédemment. Donc on est un tout petit peu protégé si, comme moi, vous faites 1m70. Si vous êtes plus grand, je pense vraiment que la bulle ne servira à rien. Maintenant, nous arrivons dans le passage à basse vitesse, le même que d'habitude. Donc, vous voyez que ça se manœuvre sans difficulté. C'est vraiment ça que j'adore sur ce type de machine, hein. C'est ultra facile. Je le redis, on a des roues tout-terrain. Donc, à l'avant, c'est du 21 en 90 de large. Et à l'arrière, on a un pneu en 17, mais uniquement en 150. Donc, ça participe vraiment à la facilité de prise d'angle avec cette moto. Donc les amis, vous connaissez les lieux si vous êtes habitués à mes tests. On est ici pour tester l'accélération. La dernière fois, je l'ai fait en version bridée. Aujourd'hui, on va voir si c'est beaucoup mieux en version à son plein potentiel. Donc, comme beaucoup de machines modernes, il y a plusieurs cartographies d'injection. Sur cette machine, si je ne me trompe pas, il y en a 5. Alors, je ne vais pas faire le 0 à 100 5 fois, rassurez-vous. J'ai un bouton mode, donc ça me permet de changer rapidement. Donc là, j'ai le mode sport. Puis le mode pluie, il y a un mode gravel pour le tout-terrain, un mode user, donc qui est paramétrable par le propriétaire, un deuxième mode user et le mode standard. Donc moi, je ne vais pas paramétrer moi-même les menus, je vais me concentrer sur ceux qui sont prédéfinis. Il ne pleut pas et je ne fais pas de tout-terrain, donc le mode pluie, mode tout-terrain, je n'y toucherai pas non plus. Je vais me contenter de faire une première accélération en mode standard. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai le shifter. Et dans l'autre sens, je le ferai en mode sport, afin de voir s'il y a réellement une différence de comportement. À savoir que chaque mode change la puissance qui est délivrée. Ça change également le frein moteur et le traction control. Donc logiquement, en mettant en mode standard, j'ai la puissance aux 3/4 et j'ai le frein moteur assez haut. Contrairement au mode sport où lui, on devra avoir la puissance au max et très peu de frein moteur. Allez, c'est parti. Premier test en mode standard.
Bon, la sonorité est correcte, mais vraiment pas forte. Let's go! Donc on arrive à 100 en deuxième. C'est plutôt efficace, sans exubérance. On a un contrôle total sur la machine, comme on peut s'y attendre d'une bonne Honda. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc je rappelle que je touche difficilement du haut de mon 1m70. Je braque à fond, donc l'angle est vraiment bon. Je vais essayer de maintenir la moto droite, comme d'habitude, hein, même procédure. Alors ce qui me pénalise un peu, c'est que l'embrayage est avec un point de patinage très très loin, et malheureusement on ne peut pas régler l'écartement du levier. Néanmoins, vous voyez que je finis plus proche du bord de la route, enfin du milieu de la route pardon, que du bord, donc ça braque très très bien. Maintenant, je change de mode, donc mode sport, vous voyez que ça change en quelques secondes, et on est reparti. Donc j'ai toujours le shifter, je ne dois pas l'oublier. Ensuite, on va bien sûr tester le freinage. C'est parti! Frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Frein avant, très très correct ce frein avant. On a une bonne attaque au début du freinage. Forcément la fourche a un gros débattement, donc ça plonge quand même pas mal, mais la puissance de freinage est très correcte. Là je vais essayer de refaire un petit freinage. Ouais, c'est vraiment pas mal. Après, malheureusement, comme souvent, on a une bonne attaque, mais si on essaie de tirer beaucoup plus fort sur le levier, c'est pas forcément beaucoup plus performant par la suite. Je pense qu'après, c'est tout simplement le système d'ABS qui va commencer à se mettre en branle pour pas que vous perdiez l'adhérence et le contrôle. Enfin voilà, l'accélération est très très correcte. Je vais continuer en mode sport. Voyons comment ça se passe dans une utilisation normale. Donc je vous disais tout à l'heure que l'embrayage n'est pas réglable en écartement, enfin le levier d'embrayage. Par contre le levier de frein, lui, est réglable en écartement. C'est déjà ça. Dans ce rond-point, ça se bascule tout seul. Prise d'info, pas de problème. La sonorité devient beaucoup plus sport au-delà de 6000. Il y a assez peu de vibrations. Une des nouveautés sur cette version 2025, ce sont les Komodo qui ont été remplacés par des modèles plus petits, peut-être plus simples à comprendre. On a toujours sur la gauche une gestion bien sûr de l'éclairage. On a un bouton pour changer de mode rapidement. On a également un Komodo assez petit qui permet de faire office de flèche et de naviguer dans les menus du tableau de bord. Et on retrouve bien sûr clignotant et klaxon. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit ainsi que le feu de détresse. Ça me semble plus petit au niveau des Komodo que ce qu'on avait précédemment. Le compteur a lui aussi été remplacé et pour le coup c'est pas vraiment visible vu qu'on a toujours un écran couleur de 5 pouces comme précédemment, mais sachez que ce n'est pas le même. Donc je crois que tout ce qui est menu, tout a été revu au niveau de l'informatique. Sur celui-ci donc on retrouve bien sûr la vitesse, le compte-tours, le rapport engagé, on a le mode, la température extérieure, une horloge, la jauge de carburant. On peut faire défiler quasiment tout ce qu'on veut. La navigation est maintenant relativement intuitive dans les menus et en plus tout est en français. On peut avoir aussi différentes présentations pour l'affichage. Franchement c'est très correct. Et on peut aussi avoir la consommation instantanée et moyenne. Maintenant, voyons si ce moteur est souple. Donc j'essaie
de rester à très bas régime. Donc ouais, le minimum acceptable c'est entre 1500 et 2000 tours. Là si je réaccélère cool à 1500, je suis au seuil de souplesse, ça reprend. Par contre, faut pas espérer avoir de grosses performances dans ces conditions là. Le mieux c'est de rester au-delà des 2000 tours. Et là on a toujours une reprise efficace. Donc pour un bicylindre calé à 270 degrés, c'est un comportement normal. Il n'y a pas de vraie différence par rapport à la concurrence. Alors ici, on va dépasser ces cyclistes. En plus, ils sont avec un enfant. Ce moteur est quand même très agréable, hein, même sur les bas mi-régime à 3-4 000 tours, on a des bonnes reprises, c'est efficace. Maintenant, j'arrive sur un Dodane, je ralentis, donc 30 km/h comme d'habitude. Bon, les suspensions sont typées trail, hein, c'est quand même un petit peu mou. À l'avant, on a une grosse fourche inversée et il semblerait qu'elle soit réglable avec les bouchons qui sont au-dessus. On a aussi bien sûr l'amortisseur derrière qui lui aussi est réglable en précharge, mais je pense pas qu'il y ait d'autres réglages. Là j'arrive de nouveau sur un Dodane, je suis un tout petit peu plus rapide, 40. Ouais, ça se prend sans problème, hein. De nouveau je pense que ça a vraiment été réglé pour pouvoir se mettre debout, prendre quelques bosses sans que ce soit pénalisant. On a un bon rapport, comment dire, confort, efficacité. Donc je vous ai parlé plusieurs fois du shifter. Sachez que dans l'écran, on peut également changer la sensibilité du shifter. Si vous voulez que le sélecteur soit plutôt dur ou plutôt mou. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point qu'on ait cette possibilité, car sur certaines motos, la sensibilité ne me convient pas du tout. Bon les amis, je suis maintenant dans une succession de virages, je suis toujours en mode sport et j'oublie pas que j'ai un shifter. Quand on accélère à fond, la sonorité devient un peu plus sympa. Ouais, le moteur est efficace, la moto également. Après, justement, le fait d'avoir une roue en 21, bah, c'est perceptible uniquement quand on veut vraiment rouler très fort. On a quand même une très bonne manœuvrabilité, hein. Mais on sent bien que c'est pas non plus aussi vif que si on avait du 17 pouces. Ouais, si vous le voyez, hein, c'est quand même efficace. Ce moteur est plutôt agréable, même si de nouveau je le trouve pas aussi sensationnel ou performant que certains ont bien voulu le dire lorsque cette moto est sortie. Alors ici on va faire un dépassement. Donc vous avez pu voir que le shifter marche très bien lorsqu'on est en charge et qu'on passe les vitesses vers le haut. Encore une option dont j'avais oublié de vous parler, sur cette machine on a des pare-mains. Et ça pareil, c'est au catalogue de chez Honda. C'est plutôt pas mal, ça permet de dévier l'air, on est mieux. Si vous combinez ça avec les poignées chauffantes, l'hiver, ça vous permet de garder vos doigts au chaud. Allez, ici je redescends les rapports. Donc comme souvent c'est un peu plus rugueux lorsqu'on redescend les rapports plutôt que quand on les monte. Mais sinon la boîte fonctionne très bien. La moto est quand même très vive, hein. Le fait qu'elle pèse aujourd'hui dans les 220 kg n'est qu'assez peu perceptible. Dans les passages à basse vitesse, je le redis, la route 21 n'est pas du tout pénalisante. Je sentais un très léger manque de vivacité, uniquement à haute vitesse dans les enfilades.
Là c'est un peu moins bon qu'un Hornet, vous pouvez vous en douter. En fait, quand la bulle elle est vraiment trop courte, de uniquement quelques centimètres, hein, car quand je suis en accélération, la moto se lève légèrement, donc j'ai pas de problème, le flux d'air est bloqué. Par contre, dès que je suis en freinage ou en décélération, là la moto plonge légèrement et j'ai tout le vent en pleine gueule. Là vous voyez, j'accélère, j'ai plus d'air. A l'inverse, je lâche les gaz, j'en ai un peu, je freine, j'en ai énormément en pleine tête. Maintenant, on va vérifier si cette machine est toujours efficace sur autoroute. Bon, de nouveau, la prise d'info pose pas de problème, ça c'est vraiment bien. Je m'engage. Et j'accélère fort. Je passe la 5, puis la 6. Donc stabilisé à environ 120. J'ai un peu d'air en pleine tête, un peu sur les jambes. La protection n'est pas si mauvaise que ça. Mais c'est clair que si vous faites ne serait-ce que 5 ou 10 cm de plus que moi, et ben écoutez un peu le vent. C'est insupportable. Donc là je suis en 6e, on va faire une reprise. J'accélère à fond. Donc vous voyez que dès les mi-régime, hein, on a vraiment quelque chose d'efficace. En plus, comme sur beaucoup de trails, on est relativement haut, on domine bien les autres, on se sent en sécurité sur une machine de ce genre. D'autant plus qu'elle est très facile à utiliser. Je pense que vous l'avez compris, la machine est parfaitement capable sur ce type de voie. Par contre, il vous faut absolument une bulle adaptée à votre taille. Moi, ça passait encore, mais de nouveau, si vous faites plus d'un mètre 70, je pense que la protection deviendra quasi nulle. Maintenant, une autre modification apportée sur ce modèle 2025, c'est l'éclairage. Le phare est toujours à LED, mais il est beaucoup plus petit que précédemment. On a toujours les clignotants LED. D'ailleurs, comme sur toutes les Honda modernes, on a des feux de position orange intégrés à l'avant dans les clignotants, donc ils restent allumés tout le temps et ils se mettent à s'éteindre et à clignoter lorsque vous mettez un clignotant. À l'arrière, c'est relativement simple, comme d'habitude, on retrouve les mêmes clignotants. On va maintenant faire une dernière accélération. C'est parti! Donc de nouveau, quand c'est nécessaire, ça marche bien. Mais est-ce que je suis transcendé par les performances par rapport à la version bridée A2? Bah pas du tout, hein. Parce que c'est une moto de toute façon qui n'est pas construite dans sa philosophie pour rouler à très haut régime. On n'est pas justement comme avec le Hornet sur une machine un peu sport, un peu faite pour faire l'imbécile. Là c'est une machine beaucoup plus pragmatique. Donc oui, quand vous avez nécessité ou envie, vous pouvez avoir les 92 chevaux en montant le moteur à très haut régime. Mais est-ce que vous ferez ça souvent dans une utilisation normale? Pour moi, non. Ce sera que très occasionnel. Donc finalement, bridé ou pas, les sensations sont quasi identiques. Maintenant, parlons des aspects pratiques de cette moto. Donc ça n'a quasiment pas évolué par rapport à la précédente, hein. On a bien sûr un rangement sous la selle. Alors celui-ci est modeste. Vous avez un emplacement avec des outils qui sont fournis d'origine. Vous pouvez mettre un gilet jaune, vous pouvez même essayer peut-être de mettre un petit U si vous en trouvez un suffisamment étroit. Mais c'est pas un espace de rangement gigantesque. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des possesseurs de ce genre de machine installent des top cases ou des valises, voire les deux. Sous la selle, on a quand même, au niveau pratique, un petit port USB type C
Aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, on a la prise 12 volts dans le carénage à l'avant, mais je rappelle qu'il s'agit d'une option, ce que je trouve inadmissible, ça devrait être d'origine. Si vous souhaitez rouler avec un passager, pas de réelle difficulté, la selle est suffisamment large, et en plus aujourd'hui c'est la selle confort. On a un top case, donc ça fait office de dossier, et on a des poignées de maintien. La consommation de ce modèle est annoncée par Honda à un peu plus de 4 litres au 100, ce qui m'a été confirmé par le propriétaire. Il me disait même qu'en roulant cool, on peut tomber en dessous des 4 litres au 100, donc c'est sobre. Le réservoir, lui, a une contenance de 17 litres. Donc finalement, les amis, que retenir de cette nouvelle Transalp 2025 ? Bah déjà, si vous aviez déjà l'ancienne de 2022-2023, aucune raison concrète de remplacer votre machine par cette 2025. Il n'y a pas vraiment de grosse évolution notable. Ensuite, pour ceux qui cherchent juste un trail efficace, bah sachez que sur route, il n'y a aucun problème. Je me doute qu'en tout terrain, ça doit également être relativement facile malgré le gabarit et le poids de la moto. Après, il faut avouer que j'ai toujours une petite préférence pour sa grande sœur, l'Africa Twin, hein, qui, il est vrai, est encore plus chère, mais je trouve le moteur 1100 bien plus agréable, bien plus onctueux et aussi bien plus coupleux et performant, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais la moto en 1100 n'est pas vraiment plus difficile à contrôler que cette 750. Donc je dirais que si vous avez les moyens, testez les deux et je pense que vous allez faire comme moi et choisir la 1100. D'ailleurs, en termes de tarifs, comme je vous l'ai dit, la 750 c'est un milieu de gamme, mais c'est loin d'être donné néanmoins. Elle est actuellement sans aucune option sur le modèle 2025 à partir de 10 800 €. Donc si vous rajoutez ne serait-ce qu'une ou deux options, ça va vous coûter tout de suite 11 000 voire plus. Et si vous voulez une moto équipée comme celle que je vous présente aujourd'hui, bah c'est au minimum 13 000 €. Donc ça fait quand même relativement cher, je trouve, par rapport à une Africa Twin, qui est elle encore plus chère, mais mieux à quasiment tous les niveaux. Après, de toute façon, vous le savez, actuellement, le segment qui marche le mieux, c'est clairement ce segment des trails. Il y a énormément de concurrence dans les trails de moyenne cylindrée, aux alentours des 750. Donc avec cette Transalp, Honda a réussi à nous proposer une machine facile, polyvalente. À vous de voir si vous la privilégierez par rapport à ses concurrentes directes. Moi, je pense toujours que dans le segment des 800, j'irai plutôt vers la V-Strom 800. Enfin voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Transalp 750 modèle 2025. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si à l'inverse vous avez un avis à donner, car vous avez peut-être déjà testé une de ces machines, peu importe que ce soit le modèle 2025 ou un des précédents, ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je remercie de nouveau mon abonné d'avoir fait la route jusqu'ici afin que je puisse vous présenter cette moto. C'était très sympa de sa part. Et je reprécise de nouveau que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test moto. Mais à tous! Ce que j'apprécie sur ce modèle 2025, ou plutôt sur cette gamme 2025 de la Transalp, c'est que maintenant, toutes les couleurs sont avec des jantes dorées. Et franchement, je trouve ça super joli.